Le coucher de soleil, comme toujours à Kaboul, mélancolique, peignant les montagnes déchiquetées et leurs teintes rouges et dorées, comme si la terre elle-même saignait pour les vies perdues. Je l'ai observé depuis le toit de notre camp la veille du jour où tout a basculé. C'était ma routine, 5 minutes seul avec l'équipe. Ça ne les dérangeait pas que Butch soit Butch, disait-il en haussant les épaules. Mais j'avais besoin de ce silence, même s'il ne parvenait pas à étouffer les fantômes des missions passées. Mes gars étaient de bonne humeur ce soir-là. Dan montrait des photos de sa petite fille, née 3 semaines plus tôt. Elle me captive. Il a ri. Pauvre enfant. Mikey et Jonesy se disputaient à propos d'un film idiot qu'ils avaient vu sur un DVD pirate. Doc était dans un coin, écrivant une lettre à sa femme. Je me souviens encore de leur rire. Le son résonne dans ma tête, un contraste cruel avec les cris qui ont suivi moins de 24 heures plus tard. La mission était simple, trop simple, un ratissage de routine pour obtenir des renseignements sur une cible de grande valeur cachée dans un village que nous avions déjà touché une douzaine de fois. J'aurais dû voir les signes, la façon dont les habitants se sont dispersés plus tôt que d'habitude, l'absence d'enfants jouant au foot dans la poussière. Mais nous étions fatigués. La complaisance s'était insinuée comme un voleur, et la complaisance dans notre métier. C'est une condamnation à mort. Nous étions à mi-chemin du village lorsque la première explosion a déchiré l'air, un engin explosif improvisé enfoui sous un tas d'ordures. Mikey et Jonesy sont tombés instantanément. Avant que la poussière ne retombe, des coups de feu ont éclaté de toutes parts. C'était un piège. Nous avons riposté. Bien sûr, c'est ce que nous avons fait. Mais ils avaient l'avantage, le nombre et les renseignements. Ils connaissaient notre itinéraire, nos timings. Chacun de nos mouvements était contré avec précision. Dan a reçu une balle dans la poitrine entraînant Mikey à couvert. Doc n'a pas arrêté de travailler sur lui, même lorsque des éclats d'obus lui ont déchiré la jambe. Il s'est vidé de son sang à côté de Dan, les mains encore serrées contre une compresse qu'il n'a jamais pu utiliser. Je ne me souviens plus quand j'ai été touché. Ce n'était qu'un brouillard de bruit, de fumée et de douleur. Je me suis effondré derrière un mur effondré qui me serrait le flanc, d'où le sang coulait comme un robinet. Ils m'ont laissé pour mort. La guérison n'était pas seulement physique. Les blessures sur mon corps ont guéri plus vite que les cicatrices dans mon esprit. J'ai passé des semaines dans un lit d'hôpital stérile à ressasser chaque décision, chaque étape, à me demander ce que j'aurais pu faire différemment. La culpabilité du survivant, ils appelaient ça l'enfer. Je n'avais pas besoin d'un terme sophistiqué pour savoir que j'étais brisé. Le jour de ma démobilisation, j'ai remis ma démission. L'armée a essayé de me garder. Mon commandant m'a convoqué dans son bureau et m'a dit tout ce qu'il fallait. Tu es un héros, Butch. Tu as encore beaucoup à donner. Mais que savait-il? Je ne pouvais pas envisager de retourner sur le terrain sans mes frères. Maintenant, me voici de retour aux États-Unis. Le monde ici me semble étranger. Les rues sont trop calmes, les gens trop inconscients. J'ai troqué mon treillis contre un jean et une chemise en flanelle. Le bruit des coups de feu contre le vrombissement d'un pick-up. J'ai acheté une petite maison dans les collines, loin du bruit de la ville. Le soir, je m'assois sur la véranda et je contemple les étoiles, essayant de retrouver celles que nous avons vues en Afghanistan. Parfois, je crois entendre leur voix, le rire de Dan, les plaisanteries de Mikey, les instructions de Doc sur la radio. Mais ce ne sont que des souvenirs, faibles et s'estompant. Je suis hanté, oui, mais pas par des fantômes. C'est le silence qui me tue. Il y a quelques semaines, j'ai retrouvé une vieille photo dans mon sac, l'équipe, tous souriants comme des idiots, les bras croisés, le visage couvert de poussière. Je l'ai fixée pendant des heures, essayant de faire la paix avec ce que je ne pouvais pas changer. J'ai enterré cette photo dans les collines derrière ma maison et j'ai planté un arbre par-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être avais-je juste besoin de quelque chose pour me ressourcer après toute cette mort. La vie continue, dit-on, et c'est peut-être vrai. Mais pour moi, il s'agit moins de vivre que de survivre, un jour à la fois, parce que c'est ce qu'il voudrait, parce que c'est tout ce que je connais. J'étais enfin chez moi, mais la tristesse me poursuivait à chaque instant. Mais un jour, tout a basculé en un instant. Le café était horrible, amer, brûlé, mais il était chaud et il m'occupait les mains, alors je l'ai bu quand même. Le café était un de ces endroits avec des meubles dépareillés et des pâtisseries hors de prix, le genre qui vous fait vous demander pourquoi vous vous embêtez. Je suis venu ici parce que c'était calme, le genre de calme qui semble supportable.
Je me suis assis dans un coin, face à la porte. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Le monde extérieur continuait sans moi, les gens traînaient les pieds, riaient, vivaient. Puis ils sont entrés, 3. Quelque chose clochait tout de suite. On le voyait à leur façon de scruter la salle, leurs yeux scrutant les recoins, calculant. Ils n'étaient pas là pour un café. J'avais déjà vu des hommes comme eux, des prédateurs. Ils se déplaçaient avec détermination, comme une meute se rapprochant d'une proie. J'ai suivi leur regard jusqu'à la cible, un homme d'une 60aine d'années, cheveux grisonnants, costume impeccable, assis calmement à une table près de la fenêtre. Il n'était pas seul. 2 types le flanquaient, des gardes du corps, visiblement visibles, grands, costauds, avec des oreillettes sous leur col. Ils étaient vigilants, mais pas assez. Les 3 hommes n'hésitèrent pas. Le premier coup de feu brisa le calme fragile du café et soudain, le monde fut plongé dans le chaos. Les gardes du corps se déplacèrent rapidement, dégainant leurs armes, mais pas assez vite. Le deuxième coup de feu abattit l'homme à gauche, du sang giclant sur la table. L'autre se jeta sur lui, recevant une balle en pleine poitrine en essayant de protéger le vieil homme. Le pistolet du deuxième garde du corps heurta le sol, glissant sur le carrelage vers moi. Le temps ralentit. J'entendis des cris, des chaises raclant le sol tandis que les gens se précipitaient pour se mettre à l'abri. Les 3 tireurs avancèrent, pistolet levé, visant le vieil homme. Et voilà, l'arme était là, à quelques mètres de ma botte. Je ne pensais pas que le premier coup était instinctif. Je pris le pistolet et tirai avec le recul, un contact familier. La balle toucha le tireur principal à la poitrine. Il tomba comme un sac de briques. Son arme s'écrasant sur le sol. Le deuxième homme écarquilla les yeux de surprise. Il hésita juste assez longtemps pour que je lui mette une balle entre les côtes. Le troisième fut plus malin. Il plongea derrière une table, l'utilisant comme couverture, tout en tirant à l'aveuglette dans ma direction. Des éclats volèrent tandis que le bois bon marché explosait près de ma tête. Je me laissai tomber, me déplaçant autour du comptoir. Mon cœur battait la chamade, l'adrénaline était vive et froide, mais mes mains restaient stables. C'était comme avant que la mémoire musculaire ne prenne le dessus. Je surgis de derrière le comptoir et tirai 2 fois. Le premier coup manqua sa cible, perçant un trou dans le mur derrière lui. Le second l'atteignit à l'épaule, le faisant basculer sur le côté. Son arme lui glissa des mains tandis qu'il s'effondrait au sol en hurlant « Silence !». Une odeur de poudre flottait dans l'air, âcre et lourde. Je restai planté là, le doigt toujours sur la détente, jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y avait plus personne pour tirer. Le vieil homme était vivant, intact. Il me fixait, le visage indéchiffrable, tandis que son dernier garde du corps se vidait de son sang sur le sol. Des gens commencèrent à sortir de sous les tables, les yeux écarquillés de peur et de gratitude. Quelqu'un murmura, « Il nous a sauvés ». Je ne me sentais pas en héros. Mes oreilles bourdonnaient, ma poitrine se serrait. Le pistolet semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme si le poids de toutes les vies que j'avais prises auparavant était revenu. À cet instant, le vieil homme parla enfin. Sa voix était calme, mesurée. « Tu vises bien ». Je ne répondis pas. Il resta là, redressant sa veste comme s'il n'avait pas survécu à une tentative d'assassinat. « Tu sais qui je suis ?» ?»« Non, dis-je d'une voix rauque. »« Bien, dit-il en hochant la tête. Mais je sais qui tu es et je te dois la vie. » Je ne voulais pas de sa gratitude, je ne voulais rien. Tout ce que je voulais, c'était partir, disparaître dans l'ombre, là où j'appartenais. Mais quelque chose me disait que ça n'arriverait pas. Quand la police est arrivée, j'étais toujours là, le pistolet sur la table devant moi, les mains posées à côté. Le vieil homme s'est porté garant de moi, bien sûr. Il a dit que j'avais agi en état de légitime défense, sauvé des vies innocentes. Les flics, laissez-moi partir avec un avertissement concernant les justiciers. Mais en sortant du café, les mots du vieil homme me sont restés en tête. Je sais qui tu es. Il ne parlait pas seulement de mon nom. Il a vu le soldat en moi, celui que je croyais avoir enterré. L'appel est arrivé tôt, interrompant la matinée tranquille dont j'essayais de profiter. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose dans le numéro m'a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un télévendeur ou d'un vieil ami qui prenait des nouvelles, Monsieur Foster. La voix à l'autre bout du fil a dit d'une voix calme et saccadée, « Ici le chef Nathan Rod. J'aimerais que vous veniez au poste. » Ce n'était pas une demande. Le bureau du chef Rod n'était pas ce à quoi je m'attendais,
pas de bureau en acajou poli ni de félicitations encadrées, juste un espace encombré avec des papiers qui jonchaient toutes les surfaces et une tasse à café tachée par les années d'utilisation. Rod lui-même était un homme costaud, la cinquantaine, avec une mâchoire pointue et des yeux fatigués qui en avaient trop vu. « Prenez place », a-t-il dit en désignant la chaise en face de son bureau. Je me suis assis, méfiant. « Vous savez pourquoi vous êtes là ? » « Aucune idée », ai-je dit en croisant les bras. Rod s'est penché en arrière, m'observant comme si j'étais une énigme. Il ne savait pas comment résoudre ce vieil homme que vous avez sauvé hier. Il s'appelle Victor Rod. Ce nom l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'avais entendu parler de Victor Rod. Quiconque avait passé suffisamment de temps de ce côté-ci de la loi l'avait fait. Ce n'était pas n'importe quel chef de la mafia. C'était le chef de la mafia, un fantôme en costume et au sourire impossible à cerner. Les flics murmuraient son nom avec un mélange de peur et de frustration. Nathan soupira en se frottant les tempes, « C'est mon frère. » De toutes les choses qu'il aurait pu dire, c'était la dernière à laquelle je m'attendais. Pendant un moment, nous sommes restés assis là, le silence pesant. Finalement, il l'a rompu. « Le Victor et moi ne sommes pas d'accord, » dit Nathan. « Depuis des années ? J'ai passé la majeure partie de ma carrière à essayer de le mettre derrière les barreaux. Chaque fois que je m'approche, il passe à travers les mailles du filet. Manque de preuves, témoins qui disparaissent, jury trop effrayé pour condamner, tout ce que je veux. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire ? Mais il continua, « Tu as changé la donne. » Comment tu lui as sauvé la vie, dit Nathan d'une voix lourde et significative. Victor, il ne laisse pas passer ce genre de choses. Il est de la vieille école. Il aura l'impression de te devoir quelque chose. Et, crois-moi, il essaiera de rembourser cette dette. De l'argent, des faveurs, peut-être même un travail. Je me suis trémoussé sur mon siège, le poids de ces mots s'installant. Je ne veux ni de son argent ni de ses faveurs, ai-je dit. Je m'en doutais. Nathan a répondu, c'est pourquoi je te propose autre chose. Il s'est penché en avant, posant ses bras sur le bureau. Rejoins le département. J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu. Quoi ? Tu es un soldat, dit-il d'une voix ferme. Tu as des compétences. Il faut de la discipline, de l'instinct, la capacité à gérer des situations que la plupart des gens fuiraient. Et avec Victor qui fouine partout, tu vas avoir besoin d'alliés. Je peux te l'accorder. Je l'ai regardé fixement en essayant de jauger son point de vue. Pourquoi ? Moi. Parce que tu t'es déjà fait un ennemi du genre de personne que j'ai passé ma vie à combattre, a dit Nathan. Et que tu le veuilles ou non, tu es au cœur de tout ça maintenant. Tu as sauvé Victor, mais tu n'as pas rejoint son monde. Ça fait de toi une menace. Il laissa s'installer cette idée avant de continuer. Victor essaiera peut-être de te faire venir, mais si tu refuses, il ne te laissera pas partir, pas sans se battre. Rejoindre le département t'offre protection et but. J'étais assis là, à peser le pour et le contre. L'idée de porter un badge ne me convenait pas. Je n'étais pas flic, bordel. Je n'étais même plus sûr d'être un soldat. Mais Nathan n'avait pas tort. Victor Rod ne m'oublierait pas, et la dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'un chef mafieux qui me scotche. Pourtant, rejoindre la police, c'était comme échanger une guerre contre une autre. Que se passe-t-il si je refuse ? Demanda Nathan. La mâchoire de Nathan se serra, alors tu seras tout seul. Je quittai son bureau sans lui donner de réponse. Les rues semblaient différentes en retournant à mon camion, plus lourdes. D'une certaine manière, les choix qui s'offraient à moi n'étaient pas terribles. M'aligner sur la loi et me laisser entraîner dans la guerre de Nathan contre son frère, ou risquer que la gratitude de Victor se transforme en quelque chose de bien plus dangereux. Une chose était claire, mes matinées calmes et amères autour d'un café étaient terminées et, pour la première fois depuis des années, je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite. On frappait à ma porte sans surprise. Le temps que je tende la main, je savais déjà qui se tenait là. Personne d'autre ne frappe aussi calmement, aussi délibérément, surtout après une journée comme la mienne. J'ouvris et découvris Victor Rod, impeccable comme toujours, son costume sur mesure, qui semblait déplacé sur mon porche usé. « Monsieur Foster », dit-il d'une voix douce et désarmante, comme un lion ronronnant avant de bondir. « J'espère ne pas être intrusif. » Il n'était pas seul. Derrière lui se tenait un homme plus jeune, la trentaine, grand, athlétique,
les mêmes traits anguleux et le même regard perçant que Victor. Son fils, sans doute. Il portait un sac en cuir à la main, décontracté, comme s'il s'agissait de sa tenue de sport. Mais je savais qu'il n'en était rien. « Bonsoir », dis-je en m'écartant, « entrez. » Ils n'ont pas perdu de temps. Victor était assis à ma table de cuisine, l'air autour de lui attirant l'attention. Son fils, Alistair, déposa délicatement le sac sur la table et se tint près de l'épaule de son père, silencieux et attentif. « J'ai entendu dire que tu as eu une conversation avec mon frère aujourd'hui. » Victor se mit à joindre les mains avec soin. Je ne répondis pas, je le regardais attendre. Inutile d'expliquer. Il continua d'agiter la main comme pour chasser cette pensée. Je sais que Nathan est bien intentionné, mais il est, disons-le, mal avisé dans son approche. Pourtant, il est clair que tu es un homme de principe. C'est pour ça que je suis là. Il fit un signe de tête à Alistair, qui ouvrit le sac et l'inclina vers l'avant, me laissant voir les piles de billets à l'intérieur. 250 000 $, dit Victor, juste pour nous rejoindre. Plus à venir si tu fais tes preuves. Je n'ai même pas regardé l'argent. Tu crois que j'accepterai un pot de vin, demandai-je d'une voix neutre. Pas un pot de vin, monsieur Foster. Victor dit en se penchant en arrière. Une opportunité. Tu as vu comment ce monde fonctionne. Les hommes comme mon frère portent des badges, mais ils ont les mains aussi sales que n'importe qui. J'offre autre chose, pouvoir, liberté et loyauté ou une vraie loyauté. Je secouai la tête, pas intéressé. Alistair parla enfin, d'une voix plus basse que je ne l'aurais cru, mais ferme. Tu devrais y réfléchir, Butch. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de famille, de respect de la famille. Je répétai le mot, avec un goût amer. Victor esquissa un sourire lent et entendu. Vous avez traversé l'enfer, monsieur Foster. Je respecte cela et je respecte votre décision, quelle qu'elle soit. Mais je manquerais à mon devoir si je ne vous faisais pas cette offre. Je restai appuyé contre le dossier de ma chaise, le regard fixe. Je rejoins le département, dis-je fermement. Nathan n'est peut-être pas parfait, mais au moins il se bat pour faire ce qui est juste. Je ne serai pas ton soldat, Victor. Un instant, la pièce resta silencieuse. Puis Victor se leva, lissant sa veste d'un geste expert. Vous êtes un homme courageux, Butch, dit-il d'un ton presque admiratif. Je l'ai su dès l'instant où je t'ai vu gérer ces hommes, et je respecte le courage par-dessus tout. Il m'a tendu la main et, au bout d'un moment, je l'ai prise. Sa poigne était ferme, inflexible. Si jamais tu changes d'avis, a-t-il dit à voix basse, tu sais où me trouver, et si jamais tu as besoin d'aide, d'une vraie aide, n'hésite pas à m'appeler, je serai là. Alistair s'est avancé ensuite, sa poignée de main plus chaleureuse que celle de son père. Tu as fait ton choix, a-t-il dit, un petit sourire aux lèvres. Je respecte ça. Tu as le cœur d'un frère, même si nous sommes dans des camps différents. Ne sois pas un inconnu, Butch. Il s'est tourné vers le sac d'argent et l'a refermé sans la moindre déception. Pour eux, c'était un jeu, une offre faite et refusée, sans rancune, ou du moins sans aucune trace de leur part. Alors qu'il partait, Victor s'est arrêté sur le seuil, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Prends soin de toi, monsieur Foster. Ce monde a besoin d'hommes comme toi, quel que soit ton camp. La porte se referma derrière eux, me laissant seul dans le silence. Je restai là un moment, fixant l'endroit où se trouvait le sac d'argent. 250 000 $ auraient pu changer beaucoup de choses, me faire gagner du temps, du réconfort, peut-être même la paix, mais ça n'aurait pas acheté mon âme. Victor et Alistair pensaient ce qu'ils disaient, je le voyais bien. Mais leur loyauté avait un prix. Je n'étais pas prêt à payer. J'avais tracé ma ligne dans le sable et je ne me faisais aucune illusion sur la difficulté de la maintenir. Tandis que je me versais un verre de whisky et que je m'asseyais à table, une pensée me trottait dans la tête, la guerre n'était pas finie, elle avait juste changé de front. La vie dans la police n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'ai troqué mon treillis contre un badge et, si le rythme était différent, les enjeux étaient les mêmes. Chaque jour était un nouveau défi et chaque appel un pari. Mais je n'étais plus là pour l'adrénaline. J'étais là pour trouver un but, peut-être même la rédemption. C'est ainsi que je me suis retrouvé sur les lieux d'un accident, un soir pluvieux. L'appel est arrivé alors que je terminais mon service. Une voiture avait quitté la route, dérapé sur un talus et percuté un arbre. À mon arrivée,
la pluie était incessante, transformant le bord de la route en un véritable champ de boue. La voiture était cabossée, le capot replié sur lui-même comme un accordéon. À l'intérieur se trouvait une femme, inconsciente mais respirant, le visage strié de sang provenant d'une entaille au front. « Madame, je suis l'agent Foster », ai-je dit en m'efforçant de garder une voix ferme tout en m'efforçant de la dégager des décombres. « Je vous sors d'ici. » Elle a légèrement remué, gémi, les yeux écarquillés. À cet instant même, sa beauté m'a frappé, des traits doux, de longs cheveux noirs et une force dans son expression qui trahissait son état actuel. Les ambulanciers sont arrivés juste au moment où je parvenais à la sortir. Ils l'ont emmenée à l'hôpital et je l'ai suivie, m'assurant qu'elle était stable et que ses papiers étaient en règle. Ce n'était pas le protocole, mais quelque chose chez elle m'est resté en mémoire. Quand je l'ai enfin vue réveillée dans son lit d'hôpital, bander mes alertes, elle m'a adressé un faible sourire. « Merci de m'avoir sauvé », a-t-elle dit d'une voix douce mais assurée. « Je fais juste mon travail. » J'ai répondu, « Du beau travail », a-t-elle dit avec un petit rire. « Je suis Lily Carter. »« Ravi de vous rencontrer, Lily », ai-je dit, ressentant une attirance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Quelques jours plus tard, à sa sortie, je suis passé la voir. Elle était reconnaissante, surprise que je me sois déplacé. Nous avons discuté un moment et, avant même que je ne m'en rende compte, le mot m'a échappé. « Veux-tu prendre un café un de ces jours ?» Elle a hésité un instant, puis a souri. « J'aimerais qu'un jour se transforme en deux. Puis en trois. » Les semaines se sont écoulées dans un flou de conversations nocturnes, de repas partagés et du genre de rire qui m'avait échappé. Lily avait le don de tout rendre plus léger, plus facile, comme si le monde n'était pas si sombre après tout. Elle a emménagé quelques mois plus tard. Ce n'était pas prévu, c'est arrivé comme ça, naturellement. Comme tout le reste avec elle, ma maison silencieuse autrefois n'était remplie que d'échos et le poids des souvenirs semblait soudain vivant. Nous nous asseyions sur le canapé le soir, sa tête sur mon épaule, parlant de tout et de rien. Elle m'a interrogé sur mon service militaire, sur les cicatrices que je portais, celles qu'on pouvait voir et celles qu'on ne pouvait pas voir. Je ne lui ai pas tout dit, pas encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'en avais envie. Nathan Rod ne m'appelait jamais dans son bureau, sauf si c'était sérieux. Alors, quand j'ai entendu mon nom crépiter à l'interphone du commissariat cet après-midi-là, j'ai senti un nœud se nouer dans mon ventre. J'ai frappé 2 fois avant d'entrer. Nathan était derrière son bureau, les bras croisés, son expression mêlant curiosité et quelque chose de plus difficile à cerner. « Ferme la porte, Butch », a-t-il dit d'une voix ferme mais posée. J'obtempérai, le ton de sa voix pesant. « Assieds-toi », dit-il en désignant la chaise en face de lui. « Tu fais du bon travail, Foster. » Nathan commença à se pencher légèrement en arrière, me regardant. « J'ai confiance en toi. C'est pourquoi je dois te demander quelque chose en privé. » Je me tendis, mais acquiescé, « Vas-y. »« Pourquoi vis-tu avec Lily Carter ?» La question me prit au dépourvu. Mon premier réflexe fut de la défendre, mais quelque chose dans son ton me fit réfléchir. « Parce que je l'aime », dis-je simplement en gardant le regard fixe. Nathan soupira en se frottant les tempes. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sais-tu qui elle est ?» Je fronçai les sourcils, perplexe. « Où veux-tu en venir, Lily Carter ?» dit-il lentement, comme s'il pesait chaque mot. « Et Lily Rod, la fille de Victor ?» L'espace d'un instant, la pièce sembla basculer. J'avais l'impression d'avoir été touché par une de ces grenades que j'esquivais à l'étranger. J'ai été projeté en arrière, mais je suis toujours debout. « C'est impossible, dis-je à voix basse. Nathan se pencha en avant, le regard perçant. Victor est son père. Elle utilise le nom de famille de sa mère, probablement pour se distancer. Mais ne t'y trompe pas, Butch, c'est l'un d'eux. Je quittai son bureau, hébété, les mots de Nathan résonnant dans ma tête. En rentrant ce soir-là, mon esprit était submergé de questions. Lily était dans la cuisine, fredonnant doucement en préparant le dîner. Elle se retourna et sourit en me voyant. « dit-elle en s'approchant pour m'embrasser. Mais je reculai et le sourire disparut de son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demandai-je d'une voix plus dure que je ne le voulais. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui est ton père ?» Son visage pâlit, l'espace d'un instant, elle ressembla à une biche prise dans les phares. Puis ses épaules s'affaissèrent et elle hocha lentement la tête,
comme si elle s'attendait à ce moment. J'allais te le dire, dit-elle doucement, mais je ne savais pas comment. Et puis les choses devinrent si sérieuses entre nous que j'avais peur que cela ne change tout. Tu m'as menti, Lily, dis-je, la trahison me blessant plus profondément que je ne voulais l'admettre. Je te faisais confiance. Je n'ai pas menti. Elle rétorqua d'une voix tremblante mais ferme. Je ne te l'ai juste pas dit, parce que ça n'a pas d'importance, Butch, je ne fais pas partie de cette vie. Je suis parti à 18 ans, et je n'ai jamais regardé en arrière depuis. Elle s'assit à la table, les mains jointes. Sais-tu ce que c'était de grandir dans cette maison, de voir mon père manipuler tout le monde autour de lui, de voir mon frère l'idolâtrer comme s'il était une sorte de roi? Je détestais ça. Je le détestais, et dès que j'ai été assez grande, je suis partie. Sa voix s'est brisée et j'ai vu la douleur dans ses yeux. J'ai passé chaque jour à essayer d'être moi-même, de laisser ce nom derrière moi. C'est pour ça que j'utilise le nom de ma mère, parce que Victor Rod ne me définit pas. Je m'assis en face d'elle, ma colère s'adoucissant pour devenir plus compréhensible. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que je ne voulais pas que tu me regardes comme tu es maintenant, dit-elle, les larmes aux yeux. Comme si j'étais une sorte d'étrangère. Je ne suis pas dans Butch. Je ne le serai jamais. Le silence entre nous était pesant, mais finalement, je tendis la main par-dessus la table et pris les siennes dans les miennes. Je te crois, Lily, mais tu aurais dû me faire suffisamment confiance pour me dire la vérité. Je sais qu'elle a murmuré, je suis désolé. Au cours des mois suivants, nous avons reconstruit la confiance qui avait été ébranlée. Lily a prouvé à maintes reprises qu'elle ne ressemblait en rien à son père, et j'ai réalisé que le fardeau qu'elle portait n'était pas de sa faute. Elle était plus forte qu'elle ne le pensait, et l'aimer était la chose la plus facile que j'ai jamais faite. 6 mois plus tard, nous nous tenions devant un petit groupe d'amis et de membres de la famille, Nathan inclus, pour échanger nos vœux. Quand Lily a dit « oui », ce n'était pas juste une promesse, c'était une déclaration, une ligne tracée entre son passé et l'avenir que nous construisions ensemble. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé ma place. La première chose qu'on apprend dans la police, c'est que le chaos n'attend pas qu'on le rattrape. Il frappe fort et vite, et il se fiche que l'on soit prêt ou non. Je n'étais pas du genre à hésiter, cependant. C'était peut-être à cause de mon passage chez les Bérets Verts, ou peut-être juste parce que j'étais comme ça. Quoi qu'il en soit, quand la situation devenait violente, c'était moi qu'on appelait. Chaque opération me rappelait des souvenirs d'Afghanistan, la tension dans l'air, la façon dont le temps semblait ralentir juste avant que tout n'explose. Mais maintenant, au lieu de combattants ennemis, c'étaient des voleurs à main armée, des membres de gangs ou des gens désespérés qui n'avaient rien à perdre, et au lieu de mes frères d'armes, c'étaient mes collègues officiers qui comptaient sur moi pour assurer leur sécurité. Un soir, nous avons reçu un appel concernant une prise d'otage dans une supérette du coin. Un type accro à quelque chose tenait un vendeur et 2 clients sous la menace d'une arme. À notre arrivée, la rue grouillait déjà de voitures de police et de passants paniqués. « Foster, c'est à vous », dit le sergent Carter en désignant le bâtiment d'un signe de tête. J'ai attrapé un bouclier balistique et mon arme de poing, mon esprit cartographiant déjà les angles, les issues, les menaces potentielles. En approchant du magasin, j'ai entendu le type crier d'une voix mêlée de colère et de peur. À travers la porte vitrée, je l'ai vu faire les 100 pas, agitant son arme comme si c'était le prolongement de son bras. « Hé !» ai-je crié d'une voix ferme et forte. « Je suis l'agent Foster, parlons-en. » Son regard s'est fixé sur moi, fou et erratique. « Reculez » a-t-il crié, l'arme tremblant dans sa main. « Je n'approcherai pas » ai-je dit d'un ton calme. « Mais vous ne voulez pas faire ça. Trouvons une solution ensemble. » D'accord. Les minutes se sont transformées en ce qui m'a semblé des heures. Tandis que je le parlais, je ralentissais mes mouvements, mes paroles, posées, érodant ses défenses, jusqu'à ce qu'il baisse enfin son arme. Tandis que les otages s'enfuyaient, je m'approchais, récupérais l'arme et l'emmenais en détention. Une nouvelle crise évitée, une autre vie sauvée. Toutes les situations ne se terminaient pas aussi bien. Parfois, la violence était le seul langage compris par un agresseur, et je devais le parler couramment. Un jour, nous avons été appelés pour une dispute conjugale. Un homme ayant des antécédents de violence s'était barricadé chez lui avec sa femme et ses enfants. Les négociations ayant échoué, nous avons enfoncé la porte. Il s'est jeté sur nous avec un couteau, le regard hagard, prêt à tuer. J'ai été le premier à passer,
et en une fraction de seconde, il s'est jeté sur nous. J'ai réagi, le désarmant et le maîtrisant avant que quelqu'un ne soit blessé. L'adrénaline m'a envahi comme un train de marchandises, mais en voyant les visages terrifiés de sa famille, j'ai su que cela en valait la peine. La nouvelle de ma conduite sur le terrain s'est vite répandue. Les policiers ont commencé à me regarder dès que les choses tournaient mal, me faisant confiance pour apporter le calme dans la tempête. Ce n'était pas quelque chose que je recherchais, mais je ne pouvais pas non plus ignorer cette responsabilité. Les civils aussi ont commencé à me reconnaître, qu'il s'agisse d'une femme me remerciant d'avoir sauvé son fils ou d'un commerçant me serrant la main après avoir déjoué un braquage. Leur gratitude me rappelait pourquoi j'avais choisi cette voie. Il y avait des nuits, cependant, où le poids de tout cela me semblait insurmontable. Des nuits où je rentrais à la maison, les articulations douloureuses et l'esprit en ébullition, et Lily m'attendait. Elle ne posait pas de questions, ne me poussait pas. Elle restait assise à mes côtés. Sa présence me rappelait que je n'étais pas seul. La tâche n'était pas facile, mais je ne cherchais pas la facilité. Je cherchais un but, un moyen de transformer mon passé en quelque chose d'important. Et chaque fois que je plongeais dans le chaos, chaque fois que je ramenais quelqu'un vivant à la maison, j'avais l'impression de faire exactement cela. Parce qu'au final, c'était de cela qu'il s'agissait, tracer une ligne entre le chaos et l'ordre, et tenir bon quand personne d'autre ne le pouvait. Quand Lily m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Dans tout le chaos de ma vie, guerre, violence, reconstruction, je n'avais jamais imaginé ce moment. L'idée de mettre un enfant au monde, d'être père, m'emplissait d'un mélange d'excitation et de peur. Les mois qui ont suivi m'ont mis à rude épreuve d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Les sautes d'humeur de Lily étaient rapides et violentes, comme une tempête, déferlant sans prévenir. Une minute, elle souriait, les mains sur son ventre, en parlant de prénom de bébé. La minute d'après, elle était furieuse pour quelque chose d'aussi insignifiant que moi, oubliant de remettre le bouchon du dentifrice. Au début, j'ai essayé de la raisonner pour m'expliquer, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Alors j'ai appris à supporter, à la laisser se défouler sans le prendre personnellement. Certains soirs, elle s'asseyait sur le canapé, pleurant devant une pub ou une scène triste d'un film. Je m'asseyais à côté d'elle, lui tenant la main, la rassurant que tout irait bien. D'autres soirs, elle s'en prenait à moi, me traitant de têtue ou de froide, parce que je ne réagissais pas comme elle le souhaitait. « Tu t'en fiches, hein ?» m'a-t-elle lancé un soir après mon retour tardif de mon service. « Je m'en fiche plus que tu ne le penses », ai-je dit d'une voix posée, même si j'étais épuisé. « Mais ce boulot, il n'attend pas. Et toi et le bébé non plus. Je fais de mon mieux, Lily. » Elle m'a fusillé du regard un instant. Puis son expression s'est adoucie. « Je sais », a-t-elle dit doucement, les larmes aux yeux. J'ai l'impression de perdre la tête. Je l'ai prise dans mes bras et lui ai embrassé le sommet de la tête. « Tu ne le es pas, tu portes juste tout notre monde en toi. » Au fil des mois, je suis devenue une experte en jonglerie. J'ai géré les appels violents et les situations dangereuses au travail, puis je suis rentré à la maison pour aider Lily avec tout ce dont elle avait besoin, rendez-vous chez le médecin, envie nocturne, construction d'un berceau. Chaque instant ressemblait à un exercice d'équilibre, mais cela ne me dérangeait pas. C'était ma famille. Le soir où c'est arrivé, je sortais d'une double garde, j'avais mal aux pieds et l'esprit embrumé. Mais à la seconde où j'ai vu Lily se tenir le ventre, j'étais bien réveillé. « Il est temps », dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée, j'ai attrapé le sac d'hôpital que nous avions préparé des semaines auparavant et je l'ai aidé à monter dans la voiture. Le trajet semblait flou, à moitié frénétique, à moitié surréaliste. Lily respirait lourdement, à côté de moi, serrant ma main si fort que j'ai cru qu'elle allait la casser. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, c'était comme entrer dans une zone de guerre, mais cette fois, les enjeux étaient plus élevés que tout ce que j'avais jamais affronté. Les infirmières et les médecins se déplaçaient avec précision, guidant Lily dans une pièce pendant que j'essayais de rester calme. « Reste avec moi », murmura-t-elle d'une voix tendue. « Je ne vais nulle part », lui ai-je promis en lui tenant la main. Les contractions allaient et venaient, comme des vagues s'écrasant sur un rivage. Les heures passaient, chacune plus lente que la précédente. Lily hurlait, jurait, pleurait, tout ce qu'elle avait. Je lui essuyais le front avec un linge frais, lui murmurais des encouragements et lui tenais la main malgré tout, même quand elle m'écrasait les doigts. Et puis, enfin, le son que j'attendais, un cri, léger et perçant, qui tranchait la tension dans la pièce. « C'est une fille », a dit le médecin,
tenant le petit bébé qui gigotait avant de le placer sur la poitrine de Lily. Lily sanglotait, le visage rouge et épuisé, mais ses yeux brillaient d'une joie pure tandis qu'elle regardait notre fille. Je suis resté figé un instant, bouleversé par leur vue. « Veux-tu la tenir dans tes bras ?» a demandé Lily d'une voix douce et pleine d'émerveillement. « J'ai un peu peur. Je le ferai peut-être plus tard. » Lily était un peu décontenancée, mais n'y a pas beaucoup réfléchi. Lily et le bébé sont rentrés à la maison 2 jours plus tard et le père de Butch attendait déjà sa petite fille. Il le tenait entre ses mains et en quelques minutes en la regardant, il a rendu le bébé à Lily. « Mon père, Mike, m'a coincé. »« Elle est belle » a-t-il dit, sa voix douce, mais ensuite son ton a changé, de plus en plus prudent. « Butch, êtes-vous sûr de savoir exactement ce qu'il demandait ?» Sans répondre, j'ai fait signe de me suivre dans le couloir. Une fois à portée de voix, j'ai croisé les bras et je me suis penché contre le mur. J'ai aussi posé cette question, « Papa ?» ai-je admis, gardant ma voix bas. Depuis que j'ai vu le bébé, j'ai eu mes doutes, mais je n'ai rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire avant de trouver les détails à ce sujet. J'étais idiot de lui faire confiance. Le front de Mike se fronça, sa mâchoire se resserrant, et maintenant j'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre, surplombant le parking, en collectant mes pensées. Le timing n'est pas parfait, je l'admets. Et le bébé? Elle ne me ressemble pas entièrement, mais je me suis silencieuse parce que j'avais besoin de la voir d'abord pour le ressentir. Je ne veux pas arriver à des conclusions qui pourraient déchirer ma famille sans preuve. Mike acquiesça lentement. Son visage un mélange de préoccupation et de compréhension. Et Lily, a-t-elle dit quoi que ce soit qui vous fait penser que j'ai secoué la tête? Non, elle a agi comme si de rien ne va, mais s'il y a quelque chose qu'elle cache, je le découvrirai. Je suis allé trop de route pour ignorer mon intestin, mais je dois marcher avec soin. Si je la confronte sans preuve, cela pourrait exploser sur mon visage, et je ne suis pas sur le point de sortir sur cette petite fille sans connaître la vérité. Mike m'a étudié un instant, son expression s'adoucissant. Tu es un homme bon, Butch. Un gars moindre l'aurait perdu maintenant. Je souris amèrement. Être patient ne veut pas dire que je ne suis pas en colère, papa. S'il y a une trahison ici, cela coupe profondément, mais j'ai appris à garder mes émotions sous contrôle, au moins jusqu'à ce que le temps soit bon. Papa posa une main sur mon épaule. Vous méritez la vérité, Phil. Quoi qu'il en soit, vous le gérerez. Vous faites toujours. Ouais, dis-je, mon resserrement de la mâchoire. D'une manière ou d'une autre, j'arriverai au fond. Alors que je retournais dans la pièce, Lily remua dans son lit, me regardant avec des yeux fatigués mais heureux, j'ai forcé un sourire, gardant mes émotions enfermées pour le moment. La route à venir n'était pas claire, mais une chose était certaine, je ne laisserai personne, peu importe la proximité, m'échapper avec me mentir. Que mes soupçons étaient bons ou erronés, je me devais à moi-même et à ma fille de découvrir la vérité. Je me tenais dans le bureau de Nathan, la faible lumière projetait de longues ombres. Alors que je disposais la situation, chaque mot avait un goût amer dans ma bouche, mais je ne pouvais plus le garder. C'était ma vie. Nous parlions de ma femme, de mon enfant, de ma confiance. Nathan se pencha en arrière sur sa chaise. Ses doigts se sont trempés devant lui alors qu'il écoutait. Il ne s'est pas interrompu, hocha juste la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, la pièce était silencieuse pour un battement. Vous êtes sûr de ceci a finalement demandé, sa voix, bas mais stable. Je ne veux pas être, ai-je admis, ma mâchoire serrée, mais je ne peux pas ignorer les signes. J'ai besoin de réponses, Nat, pour ma propre santé mentale, pour cette petite fille dans le berceau. Nathan soupira, passant une main sur son visage, très bien, nous le ferons par le livre. Pas de raccourci, pas de flexion de la loi. Si Lily cache quelque chose, nous le découvrirons, mais nous ne dépassons aucune ligne. D'accord, dis-je sans hésitation. En moins d'une heure, Nathan avait rassemblé une équipe. Selena Diaz, une ancienne marine devenue dure en tant que détective, a été la première à arriver. Elle est entrée dans la pièce comme si elle possédait l'endroit, ses yeux pointus me scannant avec une évaluation tranquille. « Tu veux que je l'ai aidé ?» dit-elle simplement. Ensuite, Brian, l'assistant technologique du département. Il était plus jeune, un peu nerveux, mais brillant en ce qui concerne la surveillance et le suivi. « Nous installerons un filet propre », a-t-il dit, ajustant ses lunettes. Rien qu'elle remarquera, à moins qu'elle ne soit elle-même une pirate. L'équipe a complété 2 officiers en civil, Reed et Carmichael.
Leur travail était simple, regarder les mouvements de Lily à distance et faire rapport. Je suis sorti cet après-midi et j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin, des appareils d'enregistrement audio, de petites caméras vidéo, un tracker de téléphone. C'était mal, invasif même, mais j'ai repoussé la culpabilité. Ce n'était pas une question de contrôle ou de paranoïa. Il s'agissait de trouver la vérité. Cette nuit-là, alors que Lily dormait, j'ai installé les appareils, une petite caméra dans le salon, une dans la cuisine, un enregistreur sous le tableau de bord de sa voiture. J'ai ajouté un tracker à son téléphone, en m'assurant qu'il enverrait des mises à jour en temps réel au serveur sécurisé de Brian. Chaque mouvement ressemblait à une trahison, mais l'alternative était pire. Le lendemain matin, j'ai rencontré l'équipe dans une petite salle de conférence dans l'enceinte. Nathan était à la tête de la table, son expression sérieuse. « Très bien », a-t-il dit, s'adressant à tout le monde. Ce n'est pas un cas typique, mais les enjeux sont élevés. Butch a besoin de réponses et nous allons les obtenir. Selena, tu es en coordination. Brian monitore les aliments et signale tout ce qui est inhabituel. Lisez Carmichael, vous êtes sur la surveillance des pieds. Restez invisible. Bouchez vos mains jusqu'à ce que nous ayons quelque chose de solide. J'ai hoché la tête, même si cela allait à l'encontre de chaque instinct que j'avais compris. Butch, obtenez l'ADN du bébé. C'est tout ce qui est requis de vous en ce moment. Au fil des jours, j'ai senti le poids de l'opération qui m'appuyait sur moi. Je suis allé travailler, j'ai manipulé mes fonctions, je suis rentré chez Lily et le bébé et j'ai agi comme si rien n'était pas mal. Mais chaque fois que je la voyais sourire ou que je l'entendis rire, le doute s'est remis en place. C'était tout authentique ou jouait-elle un rôle, cachant quelque chose sous les surfacettes. Les premiers jours de surveillance ne s'est pas beaucoup avéré. Lily a fait sa routine, l'épicerie, visitant le parc avec le bébé, faisant des courses. Tout semblait normal. Mais alors Brian m'a appelé un après-midi, sa voix tendue, « Butch, tu vas vouloir voir ça. » Mon estomac hocha la tête alors que je me rendais dans l'enceinte, mon esprit course avec des possibilités. Quand je suis entré dans la conférence, Brian était à son ordinateur portable, Selena et Nathan se tenaient derrière lui. « Qu'avez-vous demandé à ma voix que je ne le prévoyais ?» Brian a frappé jouer sur un flux vidéo de la caméra du salon. Lily était au téléphone, la voix basse mais claire. « Elle ressemble à toi, mon cher. » Il y a eu une pause. Elle a ensuite ajouté non, ce qui n'a aucune idée. Il n'a aucune idée. J'ai regardé l'écran, mes poings se serrant sur mes côtés. Qui parlait-elle a demandé Hattie. Brian secoua la tête. Aucun indice encore, mais les chiffres ont été signalés dans le système appartenait à quelqu'un nommé Alex Brown. Nathan s'avança, son expression sombre. Cela ne prouve rien, Butch, pas encore. Mais c'est un début. J'ai hoché la tête, mon esprit course, continue de creuser, j'ai besoin de tout savoir. En quittant la pièce, j'ai senti une résolution froide s'installer sur moi. D'une manière ou d'une autre, je découvrirais la vérité, même si elle détruisait tout ce que je pensais savoir. Lorsque Brian est entré dans la pièce, je pouvais dire par son visage qu'il avait trouvé quelque chose. Il n'a rien dit au début, s'est assis et a ouvert son ordinateur portable. L'écran brillait dans la faible lumière du bureau de la circonscription et il me faisait signe de me rapprocher. « Faisons cela rapidement », il a dit sa voix lourde. « Vous ne l'aimerez pas. » J'ai tiré une chaise en essayant de me préparer pour ce qui allait arriver. Depuis des jours, je vivais avec le soupçon de rongeur que Lily cachait quelque chose, et maintenant le moment de la vérité était ici. Brian a commencé avec les bases. J'ai tout parcouru, les lieux, les images de vidéosurveillance, ses emails, ses textes, tout, le référencé avec les mouvements et les endroits connus de Brown qu'il a fréquentés. On ne peut le nier, Butch. Ils se rencontrent depuis 2 ans. 2 ans, ce numéro m'a frappé comme un coup de poing à l'intestin. Mon esprit a tourné, rejouant chaque souvenir que j'avais de Lily pendant cette période, les petits changements dans son comportement, les nuits tardives occasionnelles au travail, les excuses que j'avais considérées comme inoffensives. Brian a poursuivi son ton, clinique, comme s'il faisait un rapport. D'après ce que je peux dire, ce n'était pas une grande histoire d'amour. C'était physique. Les textes entre eux sont explicites, organisant des rencontres principalement dans les hôtels, pas d'attachement émotionnel, juste du sexe. J'ai serré ma mâchoire, me forçant à rester calme. La rage et la trahison bouillonnaient sous la surface, mais je ne pouvais pas les laisser prendre le relais,
pas encore. Elle ne vous a pas mentionné beaucoup, si cela aide, a ajouté Brian, bien que sa voix est comme s'il le savait. Il ne s'agissait pas de vous remplacer, il s'agissait autre chose. Je me penchai en arrière sur la chaise, mes poings se resserrant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. 2 ans. 2 ans de mensonges. Où ont-ils demandé? Ma voix basse et contrôlée. Brian a cliqué sur quelques onglets, tirant des cartes et des images, des hôtels, principalement quelquefois dans son appartement, mais elle a fait attention, toujours pendant les heures de travail, toujours hors de la ville. J'ai regardé l'écran en regardant des images granuleuses de Lily entrant dans un hall d'hôtel. Son visage était calme, composé, comme si elle n'avait rien à cacher. Brian m'avait remis l'enregistrement avec un regard qui disait qu'il souhaitait qu'il ne le soit pas. Il n'a pas dit grand-chose, a juste poussé la conduite USB sur le bureau et murmura « Vous allez vouloir vous asseoir pour ça ?» Je l'avais ramené à la maison, me suis enfermé dans le camion, garé dans l'allée et l'avais branché sur le petit lecteur que je gardais à des fins de travail. Mon cœur battait, mes doigts se contractant alors que je frappais. L'audio a commencé avec statique puis sa voix, la voix de Lily. J'aurais pu le choisir dans une foule en un clin d'œil, doux, sucré. La même voix qui m'avait chuchoté pour toujours. Il est complètement dans l'obscurité, dit-elle, riant légèrement. Le son était net, coupant plus profondément que je ne pensais jamais le rire. Puis vint la voix de l'homme, Alex, profond, suffisant et décontracté. Vous êtes sûr qu'il ne soupçonne rien à dire, c'est un flic, pas un idiot, Lily. Elle a ri à nouveau et j'ai saisi le volant si fort que je pensais que ça pourrait se casser. Non, il ne l'est pas, mais il fait confiance, trop confiant. Il veut croire en moi et je l'ai laissé mon estomac se tordre tandis qu'Alex a répondu avec un petit rire, vous êtes bon dans ce domaine, j'ai toujours été. Il y a eu une pause, le faible son des lunettes qui tiennent. Je les ai imaginés assis ensemble, confortables, comme si rien qu'il disait était dévastateur de la vie de quelqu'un d'autre. Vous sentez-vous jamais mal à propos dit Alex, a demandé presque ce qu'elle a répondu, lui faire penser que le gamin est le sien, le regardant agité sur vous comme un chiot d'amour? La voix de Lily est tombée à un murmure, mais ça ressemblait toujours à un cri dans mes oreilles. Pas vraiment, je veux dire, oui, il est gentil, mais c'est juste plus facile. De cette façon, il est stable, il est en sécurité, en sécurité. Ce mot résonnait dans ma tête comme un coup de feu. Alex rit à nouveau. Sûr, bien sûr, et il va aussi élever notre enfant. Parler de la victoire ultime sur le stupide coquille ne l'appellerait pas une victoire, a déclaré Lily, bien que son ton soit léger. C'est juste pratique. Vous ne voulez pas être lié et je ne veux pas faire face à son tempérament de cette façon. Tout le monde est heureux, tout le monde, a dit Alex. Elle a hésité puis a ri, d'accord, peut-être pas tout le monde, mais ça marche, Alex ne laisse-t-il pas échapper un long soupir, clairement amusé, tu es autre chose, Lily. Vous l'avez enroulé autour de votre doigt. L'enregistrement s'est terminé par plus de rires, leurs voix se sont évanouies en statique. Le bureau de Nathan ressemblait à l'œil de la tempête, calme à la surface, mais chargé d'une tension tacite. Je me suis assis là, les poings serrés, la mâchoire serrée, chaque muscle de mon corps hurlant pour libérer. Le reste de l'équipe était déjà là, Selena, Brian et les 2 officiers qui avaient taillé Lily. Nathan se tenait derrière son bureau, les bras croisés, son expression illisible. Brian parla d'abord en premier, s'éclaircissant maladroitement la gorge, il prévoit de se rencontrer demain. Alex sera chez vous pendant que vous êtes en patrouille. Il est convaincu que vous ne serez pas là. La pièce se tait un instant, le poids de ces mots suspendus dans les airs. Mon sang bouillait, mes mains tremblant alors que je saisissais le bord de ma chaise. Chez moi, j'ai réussi à dire ma voix basse et tendue. Brian hocha la tête. Lily lui a envoyé un texte. Elle arrange tout. Elle pense que ce sera sûr. Sûr, ce maudit mot. Encore une fois, mais dans ce brosse ensemble et j'ai senti mon pouls marteler dans mes oreilles. Nathan est intervenu. Puis sa voix, stable et ferme, Butch, m'écoute. Son ton a traversé la brume de la colère trouble mon esprit. Nous ne laissons pas cela sans contrôler. Nous gérons cela, mais nous allons le faire intelligemment. Aucune chaleur du moment. Tu m'entends? J'ai hoché la tête, bien que mes entrailles brûlaient avec la nécessité d'agir. Je faisais confiance à Nathan. S'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider à canaliser cette fureur en quelque chose de constructif, c'était lui. Nathan s'est tourné vers le reste de l'équipe.
Nous mettons un plan en place, Brian. J'ai besoin que vous surveilliez tout, les appels, les textes, leurs mouvements menant à demain. Selena, coordonne la surveillance. Je veux des yeux sur la maison avant, pendant et après Alex se présente. Le reste d'entre vous, prêt à se déplacer lorsque je donne la commande. Il me regarda, son regard inébranlable. Butch, je sais que vous voulez gérer cela seul, mais vous n'êtes pas seul dans ce domaine. Nous allons nous assurer qu'ils comprennent tous les deux à quel point ils ont commis une erreur. Vous ne vissez pas la femme d'un flic et ne vous éloigne pas en toute sécurité. Je ne me faisais pas confiance pour parler, alors j'ai à nouveau hoché la tête. Ma rage n'allait nulle part, mais pour l'instant je le canaliserai dans le plan. Ils pensaient qu'ils pouvaient m'humilier dans ma propre maison. Demain, ils apprendraient à quel point ils étaient faux. Puis le jour est arrivé. Alex Brown est entré dans la maison de Butch et la caméra a capturé Lily l'accueillant dans une lingerie noire et un baiser. Au moment où l'alerte de Brian est passée, mon corps s'est tendu comme un printemps enroulé. Le temps était venu. Alors que je m'arrêtais chez moi, mon cœur battait dans ma poitrine, non par la peur mais de la rage pure et contrôlée. Je me retenais depuis le début de ce cauchemar. Je suis entré tranquillement, en poussant la porte avec une lenteur délibérée. Les voix et les sons étouffés venaient de la chambre, ma chambre. La vue qui m'a rencontré lorsque j'ai ouvert la porte était toutes les pires peurs que j'aurais jamais imaginées se rendaient réelles, Lily et Alex ayant des relations sexuelles sur mon lit. Comme s'ils n'avaient pas eu de soin dans le monde. Quelque chose en moi a cassé. Avant qu'Alex ne puisse même réagir. J'étais sur lui, mes poings ont atterri avec une fureur que je ne connaissais pas. J'ai eu les mois de trahison et d'humiliation déversés dans chaque frappe. Il a essayé de se protéger, mais je ne lui donnais pas la chance. Vous pensez que vous pouvez entrer dans ma maison de maison et faire ceci crier, ma voix résonnant les murs. Je l'ai attrapé par le col et je l'ai claqué contre la commode, son visage sanglant, son expression passant du suffisant à terrifié. J'ai sorti mes poignets, ma voix froide et stable. Maintenant, vous êtes arrêté pour avoir agressé sexuellement ma femme. Lily s'est détournée du lit, tirant un drap autour d'elle qui, no stop. Ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne me forçait pas. Ces paroles m'ont fait s'arrêter pendant une seconde, puis je me suis tourné vers son dégoût, oh oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, Selena a marché en sa présence comme une tempête qui traverse. Elle n'a pas hésité, sa main est tombée sur le visage de Lily dans une gifle nette et retentissante. Lily est tombée assez au sol. Selena a dit sa voix bas et venimeuse. Elle pointa un doigt sur Lily, qui tituba le dos stupéfait. Vous allez déposer une plainte contre lui ici, en ce moment. Lily secoua la tête, sa voix tremblante. Je ne peux pas, vous pouvez et vous le ferez. Selena, coupez-la, se rapprochant, car si vous ne le faites pas, je jure que je trouverai suffisamment de stupéfiants dans votre voiture pour vous ranger pour le reste de votre vie. Me comprenez-vous? Le visage de Lily s'effondre et elle regarda entre Selena et moi, des larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé. Chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. La maison était un flou du chaos. Lorsque plus d'officiers sont arrivés, le son des sirènes s'estompa alors que la porte d'entrée s'ouvrit et que Nathan entrait, calme mais commandant. Comme toujours, il n'était pas seul. Derrière lui, une femme que je reconnaissais sur les photos que Brian m'avait montrées plus tôt, la femme d'Alex, Becky. Son expression s'est déplacée en entrant dans la scène. Alex sanglant et menottait Lily, ébouriffée et serrant la feuille autour d'elle. Pendant un instant, il y avait du silence, épais et lourd, avant que le visage de Becky ne se tordît de rage. « Toi, fils de salope !» elle a crié, se précipitant sur Alex. Personne ne s'est déplacé pour l'arrêter alors qu'elle pleuvait des coups sur lui, ses poings atterrissant avec toute la fureur d'une femme trahie. Alex a essayé de se détendre, mais les menottes de ses blessures l'ont laissé sans défense. Puis Becky tourna son regard vers Lily. « Et toi ?» elle a craché, en avançant sur elle, « Toi, garniture à la maison !» Il avait à peine le temps de réagir avant que Becky ne soit sur elle, giflant et griffonnant, ses cris faisant écho dans la pièce. Lily a essayé de se protéger, criant, mais personne n'est intervenu, pas même Selena, qui se tenait les bras croisés, regardant la scène avec une expression qui était une satisfaction et un dédain à parts égales. Lorsque Becky recula finalement, sa poitrine se souleva d'effort, elle se tourna vers Alex. « Nous avons fini. Entendez-vous, Medon ? Je vais déposer un divorce et si vous pensez même à vous approcher de moi ou à la jure de Kelsey à Dieu, je ferai votre vie en enfer.
Alex n'a pas répondu. Il a juste baissé la tête, vaincu. Nathan a signalé que les policiers l'emmènent et Alex a été traîné par la porte, sa tête s'inclinait toujours, mais je savais que ce n'était pas fini, pas vraiment. Lily était affalée contre le mur, des larmes coulant sur son visage, son corps tremblant. Je l'ai regardée, froide et incessante. Elle n'allait pas coopérer avec les charges. Je pouvais le voir dans ses yeux, dans la façon dont elle s'accrochait au reste en lambeaux de la connexion qu'elle pensait qu'elle avait encore avec Alex. Alors que la pièce commençait à s'éclaircir, Nathan posa une main sur mon épaule. « Nous ferons ce que nous pouvons », a-t-il dit tranquillement, sa voix stable, alors que le dernier des officiers est parti et que la maison se tait. Je me suis tourné vers Lily. Elle était toujours assise sur le sol, son visage strié de larmes, serrant le drap autour d'elle comme si cela pouvait la protéger de la réalité qu'elle avait créée. « Levez-vous », dis-je, ma voix basse mais assez froide pour la faire tressaillir. Elle me regarda les yeux, ses lèvres tremblantes alors qu'elle commençait à parler. « Butch, s'il vous plaît, non. » Je la coupe brusquement. « N'essayez même pas. Vous ne pouvez pas expliquer, vous ne justifiez rien de tout cela. » J'ai fait un pas de plus, la dominant sur elle, mes poings serrés à mes côtés pour ne pas s'en prendre à la grenouille. « Vous allez prendre le bébé et partir ce soir. Je me fiche de l'endroit où vous allez, mais vous ne restez pas ici. Cette maison c'est à moi. Vous n'avez plus de place dedans. » Ses yeux s'écarquillèrent et elle secoua la tête. Sa voix, désespérée, « Butch, s'il vous plaît laissez-moi. » Je me penchai, rencontrant son regard. Avec chaque once de la colère et de la trahison, je sentais que je déposais un divorce et au cas où vous pensez à me battre dessus, permettez-moi de le rendre clair. J'ai tout, chaque texte, chaque email, chaque petite vidéo dégoûtante, et maintenant cela. J'ai fait un geste autour de la pièce, votre liaison avec Alex, sa femme, vous battant la vérité. Je suis arrêté dans ma maison. Tout est documenté. Ses larmes coulaient librement maintenant, mais je m'en fichais. Si vous ne signez pas ces papiers et n'allez pas tranquillement, je le rendrai public. Tout le monde saura exactement qui vous êtes et ce que vous avez fait. Elle a essayé de me tendre la main, sa voix craquant. J'ai fait une erreur. J'étais arrêté. J'ai aboyé, ma voix résonnant dans la pièce. Vous ne pouvez pas jouer la victime ici. Vous avez fait vos choix. Vous m'avez trahi, m'avez manqué de respect et détruit tout ce que nous avions. Vous avez fait votre lit, maintenant allongez-vous. Sa main tomba et elle était assise là, vaincue, sanglotant dans ses mains. Je me suis redressé et j'ai pointé la porte, sortez. Ce soir-là, le coup à la porte de ce soir-là était net et délibéré. Je l'ai ouvert pour trouver Victor debout là, sa présence aussi commandant que jamais, mais avec une attente sombre que je n'avais jamais vue auparavant. Il est entré à l'intérieur sans attendre une invitation, ses yeux pointus sculant la maison comme s'il reconstituait ce qui s'était passé ici. Il ne s'est pas assis jusqu'à ce que je le fasse, s'abaissant dans la chaise en face de moi pendant un moment. Il m'a juste étudié, son visage illisible. Puis il a parlé. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Il a dit sa voix plus silencieuse que ce à quoi je m'attendais, Lily et Alex. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Victor se pencha en avant, reposant ses coudes sur ses genoux, ses mains jointes ensemble. Je ne ferai pas d'excuses pour elle. Elle a fait ses choix et maintenant elle doit vivre avec eux. Mais vous devriez le savoir, quand elle nous a quittés, ce n'était pas seulement parce qu'elle ne voulait plus faire partie de notre monde. Elle a été jetée. Ma mâchoire se resserra, mais je suis resté silencieux. Elle était impliquée avec Alex. Même à l'époque, Victor a continué son ton plus fort. Maintenant, nous avons découvert. Je lui ai dit d'y mettre fin. Elle a refusé et je lui ai dit qu'elle n'était plus la bienvenue dans ma famille. Il s'arrêta, son regard s'assombrissant. Je n'ai pas tué Alex alors à cause de ses enfants. Je ne le tuerai pas maintenant pour la même raison. Mais je vais m'assurer qu'il ne reprend pas une autre souffle dans cette ville. Il partira et il ne reviendra pas. Sa femme a demandé le divorce et je m'assurerai qu'elle et ses enfants soient pris en charge. Alex lui laissera tout ce qu'il a ou il le regrettera d'une manière qu'il ne peut pas imaginer. Victor se tenait puis redressant sa veste de costume. Alors qu'il me regardait, son expression s'adoucit légèrement, un scintillement de regret se traversant le visage. J'ai élevé ma fille. Eh bien, il a dit tranquillement, au moins je pensais que je l'ai fait. Mais peut-être que mes péchés, mon karma, m'ont rattrapé à travers elle.
Il se tourna et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il me regarda, ses yeux stables. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, Butch, vous savez où me trouver. Et juste comme ça, il était parti, laissant le poids de ses paroles derrière. 2 jours se sont écoulés et la nouvelle est venue tranquillement, Alex avait été libéré. Je savais que cela ne durerait pas longtemps. Effectivement, à midi, un mot s'est propagé qu'une camionnette noire avec des fenêtres teintées l'avait ramassé à l'extérieur de la gare. Après cela, il a disparu sans trace. Personne n'a à nouveau entendu parler de lui. Ce soir-là, Becky m'a appelé. Elle avait l'air presque stupéfaite alors qu'elle me disait qu'Alex avait déjà signé les papiers de divorce et les avait renvoyés à elle. Tout est en mon nom maintenant, a-t-elle dit, la maison, les comptes, tout. Sa voix craqua légèrement. Je ne sais pas comment, mais je sais que ce n'était pas seulement lui avoir un changement soudain de cœur. Je n'ai pas posé de questions, je n'en avais pas besoin. Quant à Lily et au bébé, ils étaient partis. Pas d'adieu, pas de traces, rien. C'était comme si elle avait disparu du jour au lendemain. Une partie de moi s'y attendait, mais le silence était toujours lourd. Je me suis dit que c'était mieux de cette façon, mais le poids de tout s'attardait. Je me suis versé un verre et je me suis assis seul dans le calme de ma maison, laissant la nuit m'avaler entière. Nathan m'a appelé dans son bureau, son ton ne laissant aucune place pour le retard. Quand je suis entré, je me suis arrêté froid. Victor était assis là, calme et composé, berçant le bébé de Lily dans ses bras. L'air était lourd. Nathan a fait un geste pour moi de fermer la porte, et je l'ai fait, bien que chaque muscle de mon corps se tenait de soupçon. Lily manque. Nathan a dit sa voix stable mais sinistre. Victor a essayé de la retrouver, mais il n'y a aucun signe d'elle, nulle part. Je me suis tourné vers Victor. Son visage était calme, trop calme, et là c'était un sourire faible et sinistre qui touchait à peine ses lèvres. Je me dirigeai vers lui, verrouillant les yeux. Est-ce qu'elle en venait à demander à ma voix, bas mais ferme? Victor n'a pas tressailli. Au lieu de cela, il se tenait lentement en ajustant le bébé dans ses bras. Décevez le divorce, a-t-il dit. Abandon côté. Ce sera fait dans quelques années, que je pourrai vous assurer. Il se rapprocha, soulevant légèrement le bébé, sa voix s'adoucissant en regardant l'enfant. Cette fois, il a dit, son ton se détendant dans sa certitude, je ne ferai aucune erreur. Sans un autre mot, il sortit, laissant le poids de sa présence et ses implications tacites qui s'attardaient derrière lui. Je me suis tourné vers Nathan, essayant toujours de traiter tout ce qui venait de se passer. Il se pencha en arrière sur sa chaise, frottant ses tempes avant de rencontrer mon regard. Victor quitte la ville, a-t-il dit, son ton a démissionné. Il s'éloigne de ses affirmations commerciales. Il en a fini pour de bon. J'ai haussé un sourcil, sceptique. Nathan soupira. Nous savons tous les deux que quelqu'un d'autre comblera le vide. Il y a toujours quelqu'un qui attend de prendre le relais. Le mieux que nous puissions faire est de garder un œil sur quiconque intervient et de s'assurer qu'il ne devienne pas aussi intelligent ou aussi dangereux que Victor. Ses paroles étaient suspendues dans les airs, lourdes d'inévitabilité. J'ai hoché la tête lentement, le poids de cette nouvelle réalité s'installant. Je suis toujours dans le jeu. Après tout ce qui s'est passé, Lily, Alex, Victor et le désordre avec ma vie personnelle, c'est étrange, presque comme une vie. Mais ici, je suis toujours dans la rue, je porte toujours le badge et je travaille toujours dans les mêmes cas. La seule différence est que maintenant j'ai une équipe, une vraie équipe, des gens en qui j'ai confiance avec ma vie, des gens qui me sont dos quand les choses vont vers le sud. Ce n'est plus seulement un travail, c'est de la famille. Selena, Brian, Nathan, l'enfer, même les nouveaux gars. Ce ne sont pas seulement des collègues, ce sont eux qui ont traversé la merde avec moi. Nous avons une autre juste part d'appels rapprochés, et je ne veux pas dire ceux qui ont des criminels. Parfois, les batailles les plus difficiles sont celles qui ne sont pas signalées, les nuits tardives, les appels téléphoniques qui vous réveillent, les fois où vous prenez à peine un repas avant de revenir dans la rue. Mais cette équipe, mon équipe, elle le rend supportable. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes là les uns pour les autres quand cela compte, et c'est ce qui fait toute la différence. Quand je suis entré pour la première fois, il s'agissait de prouver moi-même, de battre le système, montrant que j'avais ce qu'il fallait pour survivre. Mais quelque part en cours de route, j'ai réalisé que la survie ne suffisait pas. Vous devez avoir des gens qui vous soucient de qui vous tiennent à cœur. Ils m'appellent un leader,
mais la vérité est que je ne serais pas là où je suis sans eux. Chaque fois que je suis sur le point de casser, l'un d'eux est là pour me retirer. Chaque fois que je suis trop pris dans le bruit, l'un d'eux me rappelle de quoi il s'agit vraiment. Nous sommes plus que de simples flics. Nous sommes une famille, et c'est peut-être la seule chose que j'ai finalement bien fait.